Bonjour, chers apprenants, me voilà de retour dans cette séquence concernant toujours le deuxième chapitre de la communication nerveuse, c'est-à-dire qui rentre dans le cadre de l'unité 3, la communication hormonale et la communication nerveuse. Donc, je vais entamer aujourd'hui la quatrième séquence et la dernière concernant ce chapitre, et on va traiter le dernier paragraphe. Ça concerne les jonctions entre les neurones en tant qu'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Donc le paragraphe s'intitule Synapse et on va voir mécanisme de la transmission synaptique. Qu'est-ce qu'une synapse? Une synapse, c'est un point de connexion entre deux neurones, c'est-à-dire les points où se communiquent les cellules nerveuses. Et comme vous le voyez ici dans cette photo qui représente un modèle microscopique de l'ultrastructure du système nerveux, donc nous avons différentes jonctions, ou bien différentes connexions entre les neurones. Donc ici nous avons les synapses, la même chose ici, ici et ici. Nous avons des corps cellulaires des neurones et les neurones présentent des ramifications, soit sous forme d'axones ou bien sous forme de dendrites. Et ces axones ou bien ces dendrites se terminent toujours par des grains synaptiques. Comme vous le savez, donc 1 mm3 de la substance grise de cortex peut contenir 5 milliards de synapses. C'est-à-dire qu'on a 10 milliards et 10 milliards de neurones. Donc on va d'abord voir les différents types de synapses en se basant bien sûr sur la morphologie. Donc nous avons des synapses axosomatiques, c'est-à-dire la liaison entre l'axone d'un neurone et le corps, ou bien le soma, en latin soma, d'un neurone. C'est pour cela qu'on dit axosomatique. Aussi, on peut avoir une synapse axodendritique, c'est-à-dire entre l'axone d'un neurone et les dendrites du deuxième neurone. Nous avons aussi un synapse axo-axonique, c'est-à-dire entre l'axone d'un neurone et l'axone d'un deuxième neurone. Comme on peut aussi avoir la liaison nerveuse entre la cellule nerveuse, ou bien le neurone, et un autre organe, c'est-à-dire les cellules d'un autre organe, en particulier les fibres nerveuses en tant que cellules musculaires que vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah. Et c'est ce qu'on appelle la plaque motrice, c'est-à-dire le synapse neuromusculaire, ou bien la plaque motrice, en arabe, as-safiha al-mutaharrika. Aussi, on peut avoir la liaison entre une cellule nerveuse et des cellules sécrétrices ou bien glandulaires au niveau de la glande. C'est-à-dire que ces cellules nerveuses, donc ce neurone, il va exciter des cellules de la glande pour sécréter par exemple soit des enzymes, soit des hormones selon la fonction de l'organe. Et on parle dans ce cas de synapses neuroglandulaires. De point de vue mécanisme, on peut distinguer entre deux types de synapses. Donc, nous avons des synapses électriques et des synapses chimiques. Donc, pour la synapse électrique, donc, nous avons le passage de l'influx nerveux d'une cellule nerveuse, bien d'un neurone à un deuxième neurone. Et ce passage, il est direct grâce à la jonction membranaire entre les deux cellules nerveuses. Alors que pour une synapse chimique,
comme vous le voyez, nous avons ici un espace entre les deux cellules nerveuses. Et donc, on aura la transmission chimique entre les deux neurones. On passe maintenant à l'anatomie de la synapse, comme premier ce paragraphe de ce grand paragraphe. Lorsque, par exemple, on excite le neurone N1, donc il va exciter le neurone numéro 2, N2, grâce à la jonction ou bien à la communication qui s'effectue au niveau de la zone synaptique entre les deux neurones. La même chose, lorsque N2 est excité, à son tour, il va exciter N3. Dans ce cas, le neurone N1 est appelé neurone présynaptique, c'est-à-dire il se trouve avant la fente synaptique, et le deuxième neurone N2 dans ce cas, il s'appelle neurone post-synaptique. La même chose, lorsque je parle de N2 et N3, dans ce cas, N2 va jouer le rôle de neurone présynaptique, alors que le neurone N3 va jouer maintenant le neurone post-synaptique. Donc, N2 a joué le rôle en même temps de neurone présynaptique dans la première connexion, N1, N2. Maintenant, il va jouer le rôle de neurone présynaptique dans la connexion N2, N3. Donc, en résumé, le neurone avant-synaptique s'appelle neurone présynaptique et le neurone après s'appelle le neurone post-synaptique. Maintenant, on va passer au mécanisme chimique de la transmission de l'influx nerveux au niveau d'une synapse chimique, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'un premier neurone N1 ici à un deuxième neurone. Donc, comme j'avais déjà expliqué, donc ce premier neurone, c'est le neurone présynaptique et le deuxième, c'est le neurone post-synaptique. L'espace intercellulaire entre ces deux neurones, ça s'appelle fente synaptique. Donc nous avons la membrane présynaptique, c'est-à-dire de la cellule présynaptique, et la membrane de la cellule postsynaptique, et la fente synaptique. Au niveau de cytoplasme, de la graine synaptique ou bien de grain synaptique, nous avons des vésicules qui sont remplies de ce qu'on appelle neurotransmetteurs. Et au niveau de la membrane, nous avons deux types de protéines qui nous intéressent dans ce cas. Donc nous avons des protéines de fixation au niveau de la membrane présynaptique et des protéines qui vont jouer le rôle du canal de CA2+, et d'autres protéines dans la membrane postsynaptique, ce sont les récepteurs spécifiques pour le neurotransmetteur. Maintenant, je passe à expliquer le mécanisme de la transmission synaptique, bien sûr dans le cas de la synapse chimique. Lorsque l'influx nerveux arrive, c'est-à-dire le potentiel d'action, donc ce potentiel d'action, il s'appelle dans ce cas, lui aussi, le potentiel d'action présynaptique. Lorsqu'il arrive au niveau de la membrane présynaptique, on a 10 canaux qui, dont la conformité varie selon le voltage, c'est-à-dire lorsque l'influx nerveux arrive au niveau de ces canaux, de CA2+, donc on aura l'ouverture de ces canaux, ce qui va permettre
le flux de Ca2+ de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Ces ions Ca2+, elles vont activer les vésicules remplies de neurotransmetteurs ou bien neuromédiateurs, c'est la même chose. Elles vont les activer à se fixer sur les protéines de fixation au niveau de la membrane présynaptique, ce qui va permettre la fusion des deux membranes, c'est-à-dire la membrane présynaptique et la membrane de la vésicule. Et on aura libération de neuromédiateurs, bien neurotransmetteurs dans la fente synaptique par le phénomène d'exocytose. Le neuromédiateur a son récepteur spécifique au niveau de la membrane post-synaptique et lorsqu'on a la formation de complexes récepteurs membranaires et neurotransmetteurs, on aura l'ouverture des canaux selon les cas. On aura deux cas et on va les voir. Maintenant, je vais résumer les différentes étapes qu'on a vues dans ce mécanisme chimique de la communication synaptique. Donc d'abord, nous avons dépolarisation de la membrane de bouton ou bien de grain synaptique, c'est-à-dire arrivée de potentiel d'action, PA. Ensuite, ce potentiel ou bien cette dépolarisation, elle va entraîner l'ouverture des canaux Ca2+, tensiodépendant ou bien voltage dépendant, c'est la même chose, dans la membrane de bouton et on aura l'entrée de Ca2+. Puis libération par exocytose de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Et donc cette libération, elle est activée bien sûr par la présence de Ca2+. Le neurotransmetteur va se fixer maintenant sur son récepteur sur le neurone post-synaptique, c'est-à-dire au niveau de la membrane post-synaptique. La fixation de neurotransmetteurs provoque l'ouverture du canal ionique. Et on aura deux cas. Donc voilà les deux cas. C'est le cas d'un neurotransmetteur excitateur et le cas d'un neurotransmetteur inhibiteur. On va commencer par le glutamate en tant que neurotransmetteur excitateur. C'est la même chose aussi pour l'acétylcholine, c'est la même chose. Donc, lorsque l'influx nerveux arrive, donc on aura libération de glutamate et le glutamate va se fixer, voilà, c'est en vert, le glutamate va se fixer sur les récepteurs membranaires qui vont jouer le rôle du canal qui vont permettre l'entrée de Na+, de la fente synaptique, car il est libéré maintenant par le premier neurone dans la fente synaptique, vers le milieu intracellulaire du deuxième neurone. Donc cette entrée de Na+, il va engendrer un potentiel d'action. Donc on aura bien sûr un désordre ionique dans la membrane postsynaptique et naissance d'un potentiel d'action. Et donc le deuxième neurone sera maintenant excité. Comme vous le voyez, si on procède à la mesure de potentiel d'action au niveau de neurones postsynaptiques, on va enregistrer un potentiel d'action qui s'appelle PPSE. Là, c'est en anglais, EPSP, c'est la même chose, PPSE en français, c'est-à-dire le potentiel post-synaptique excitateur. Le potentiel
postsynaptique excitateur. La même chose pour le GABA en tant que neurotransmetteur inhibiteur. Et lorsqu'on dit inhibiteur, c'est-à-dire qu'il va inhiber maintenant le deuxième neurone, c'est-à-dire il ne sera pas excité. Lorsqu'on excite le premier neurone, il va inhiber le deuxième neurone. C'est le cas par exemple qui se passe dans le cas de l'arc réflexe que vous avez vu lors de la 3e année collégiale. Donc lorsque l'influx nerveux toujours arrive au niveau de grain synaptique, donc on aura libération de neurotransmetteurs maintenant au niveau des vésicules qui est le GABA et qui va se fixer sur des récepteurs au niveau de la membrane, c'est-à-dire ces récepteurs spécifiques au niveau de la membrane postsynaptique. Donc le GABA est représenté ici en rose. Donc il est fixé maintenant sur 10 canaux qui jouent le rôle de son récepteur spécifique. Et on aura la diffusion simple de Cl- de milieu extracellulaire, c'est-à-dire la fente synaptique, vers le milieu intracellulaire de deuxième neurone. Cl- rentre. On avait dit déjà que la membrane elle est chargée conventionnellement négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur. Donc, si on ajoute Cl-, c'est-à-dire des charges moins aux charges moins, donc on aura une hyperpolarisation au lieu d'avoir une polarisation. Et donc, cette hyperpolarisation, elle va être enregistrée par l'oscilloscope comme suit, comme un fragment ou bien une partie de la courbe que vous avez déjà vue lors de l'étude des différentes étapes de potentiel d'action. Et on parle maintenant d'un potentiel postsynaptique inhibiteur, PPSI. Potentiel postsynaptique inhibiteur. Donc dans ce cas, le premier neurone, il inhibe le deuxième neurone. C'est ce qui se passe dans le cas de l'arc réflexe, c'est-à-dire que des neurones vont exciter par exemple ce muscle pour qu'il sera contracté, alors qu'il faut que le muscle de dessous soit relâché. Donc dans ce cas, il faut l'inhiber, c'est-à-dire pour qu'il ne se contracte pas. On parle de phénomène de l'arc réflexe. Donc certains neurones produisent soit des PPSE, soit des PPSE. Car la réponse à différents événements physiologiques, suite par exemple à une sensation, c'est la mesure ou bien c'est le calcul algébrique de tous ces potentiels. On aura un ensemble de potentiels inhibiteurs, un ensemble de potentiels excitateurs, et la réponse, c'est la somme algébrique de toutes ces PP, c'est-à-dire de ces potentiels postsynaptiques. Donc la transmission synaptique, donc je vous laisse un peu le soin de copier le résumé. Il suffit tout simplement de mettre pause pour la vidéo. Donc la transmission synaptique est unidirectionnelle, c'est-à-dire elle passe d'un neurone à l'autre selon une seule direction. Les vésicules synaptiques ne se trouvent que dans le cytoplasme présynaptique et les récepteurs de neurotransmetteurs ne se trouvent que sur la membrane postsynaptique. Pour arrêter la transmission synaptique, le neurone postsynaptique libère des enzymes spécifiques qui dégradent le neurotransmetteur. Le résultat de la dégradation est réabsorbé par le neurone présynaptique et réutilisé dans la synthèse d'un nouveau neurotransmetteur. C'est-à-dire qu'après naissance de PPSI ou bien PPSE, c'est-à-dire le potentiel postsynaptique,
Donc le neurotransmetteur sera dégradé par des enzymes et donc elle sera dégradée par des enzymes et elle sera pompée vers le cytoplasme de premier neurone, c'est-à-dire le neurone présynaptique. Et elle sera encore resynthétisée, donc elle sera resynthétisée et stockée dans les vésicules en attente de l'arrivée d'un deuxième potentiel d'action.